humain passionnément avec Nax Région, naturellement belle. Jean-Claude Ruda, bonjour. Bonjour. Vous êtes œnologue diplômé, passionné de courses de voitures et vous pratiquez actuellement la restauration de vieux véhicules. Mais votre vie a été faite d'une manière extraordinaire puisque vous avez exercé durant près de 49 ans le métier de pilote d'avion, de compagnie privée et surtout commandant de bord du Boeing 747 de Asiana Airlines, l'un des plus bels avions du monde. Eh bien, aujourd'hui, si on est là, c'est pour décortiquer, écorcer quelque peu votre parcours de vie, qu'on peut dire hétéroclite. Mais tout d'abord, dites-nous, nous sommes ici dans une caverne d'Ali Baba, ici à Bramois. Où sommes-nous exactement? Mais on est dans un local que j'ai dû acheter. Je dis j'ai dû parce qu'un jour, j'ai dit à ma femme, j'ai dit écoute, tu vas bientôt arrêter de travailler, arrêter de voler. Puis elle m'a dit tu vas faire quoi? J'ai dit, ben, je ferai comme tout le monde, on se lève le matin, on prend le petit déjeuner, on va faire les courses dans un magasin, et puis on vient manger à la maison, puis on fait un petit tour l'après-midi. Puis elle m'a dit, écoute, tu vas mettre une annonce dans le journal, tu vas t'acheter une grange ou un garage, tu vas te faire un atelier, tu passeras ta vie là-bas, et puis quand tu vas revenir à la maison, je te téléphonerai. Alors c'est comme ça que j'ai acheté cette vieille grange ici, puis au cours de ces années, et maintenant ça fait 30 ans que je mets mes affaires ici. Que de souvenirs de votre vie. En tout cas, c'est un régal de découvrir ces locaux ici. Alors, vous êtes né à la Grande Ixence. Comment cet enfant que vous étiez a-t-il pu réaliser un tel cheminement? D'ailleurs, je vois ici deux livres que vous avez écrits. Ce sont des histoires passionnantes, faites d'aventures et de rebondissements. Alors, votre jeunesse s'est passée à Sion, avec vos études également. Expliquez-nous en deux mots. Bon, je suis né à la Grande Ixence parce que, donc, je dis la Grande Ixence, c'est pas juste, je suis né à la Dixence. Parce que la Grande Ixence n'existait pas encore. En 1942, c'était la guerre. Le père de ma mère avait un hôtel ou une cahute, je ne sais pas quoi, et il l'a mise là-haut pour s'occuper des touristes qui montaient voir le barrage. Et apparemment, à l'altitude, j'ai dû arriver un peu plus tôt que prévu, ce qui fait que ma mère, elle avait 21 ans. Elle a accouché toute seule avec une dame qui faisait la vaisselle, qui donnait un coup de main. Et puis voilà, puis 3 jours après, le médecin est arrivé, il a trouvé que j'étais en bonne forme, il a dit qu'à continuer comme ça. Ensuite, mon père a eu des congés, il était au service militaire. En fin septembre, il est revenu avec les skis, le sac militaire, il m'a mis dedans et puis on est descendu avec comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Alors, votre vie a été entachée par la perte de votre maman, je crois le savoir. Elle avait 35 ans, vous en aviez que 14. Difficile début de vie pour vous, en qualité d'adolescent déjà. Mais vous aviez votre père qui vous a beaucoup épaulé, je pense. Alors, c'est difficile quand on perd sa mère comme ça. Il y a des millions de gens qui sont dans le même problème. Mais voilà, on est là, on ne sait pas. On a prévu une certaine route. Hein. Donc mon père, lui, était journaliste. Il avait fait des études de droit. Et alors, on n'était pas du tout dans la musique, mais on était plutôt dans l'écriture. Et il avait décidé que j'allais faire le collège et que j'allais comme ça. Là, on a eu un problème. Il m'a fait ralentir. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère décède. Son frère, qui avait repris le commerce de vin de mon grand-père à Sion, décède également l'année d'après. Donc on est tout seul et avec ma sœur, on est les héritiers d'un commerce de vin à Sion. Moi j'ai 16 ans, ma sœur elle en a beaucoup moins et puis on se retrouve comme ça. Et mon père me dit, ben, écoute, tu finis une année ou deux de collège encore et dès que tu peux, il m'a envoyé à l'école d'agriculture de Morges. Je me suis tapé là-bas une année à traire des vaches et faire des trucs comme ça. Après je suis revenu, je travaillais un peu, après j'ai fait les cours d'œnologie à Montagibert, j'ai eu mon diplôme. Et puis, ben voilà, j'avais 20 ans quand je commençais à m'occuper d'un commerce de vin. C'est difficile. Si on regarde le parcours que vous avez connu après, c'est complètement à l'opposé. Mais j'aimerais juste aborder très rapidement avec vous cette passion que vous aviez pour les courses de voitures, parce que vous avez gagné quantité de courses de côte. Qui vous a donné cette transmission de cette passion-là? Bon, j'ai toujours intéressé par la mécanique. Hein. Et
lorsque j'avais 15 ans, mon grand-père m'a donné sa vieille bagnole avec laquelle j'ai fait un recoupé. Donc, l'œnologie, ça n'a pas été votre avenir. Vous avez entamé votre vie dans un autre domaine après. Mais il y a cette passion pour la voiture automobile. Vous avez gagné des quantités de courses de côte. Qui vous a donné cette passion? Je pense que ça a commencé très jeune parce que je dis à 15 ou 16 ans, j'avais déjà un recoupé. Donc c'était un tracteur qui allait un peu plus vite et puis ça m'a donné du goût. Après j'ai eu un vélomoteur comme tous les gamins de l'époque. Et puis je vais pu me payer une voiture. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces courses de voiture. Et puis ça allait pas trop mal. Et puis alors j'ai dit à mon père, écoute, j'aimerais bien me lancer là-dedans et essayer. Il m'a dit, il va encore un petit bout. J'étais un petit bout et à un moment donné, il a fallu prendre une décision. Il m'a dit, écoute, tu as hérité de ta maman, c'est ton argent, hein, tu fais ce que tu veux. D'accord. Et alors j'ai vendu presque toutes mes vignes, ce que j'avais. Je me suis acheté une Cooper Climax. D'abord, j'avais acheté une Formule 3 à Josie Fair, c'est comme ça qu'on est devenus très bons amis. Et puis j'ai fait des courses avec. La course l'année suivante, ben, on a commencé avec la Formule 1, les courses de côte, et ça marchait très bien. Et mon année pour les courses, ça a été 1964. Mais vous êtes, je crois le savoir, le seul Valaisan à avoir pratiquement été qualifié pour une course de Formule 1 au départ, sur la grille de départ. Malheureusement, vous avez connu un problème. Bon, j'ai fait plusieurs courses de Formule 1, des Grands Prix, mais des Grands Prix pour le championnat du monde. À Monza, je suis le seul à être qualifié. Alors maintenant, il y en aurait beaucoup d'autres qui pourraient venir, mais je me suis qualifié et malheureusement, en rentrant au stand, le moteur a rendu l'âme, ce qui fait que je n'ai pas pu courir le lendemain. Le fait d'avoir cassé le moteur, ça m'a également supprimé. Le week-end d'après, j'étais invité pour le Grand Prix des États-Unis et ça marchait bien. J'ai fait une saison en 64 magnifique. Pratiquement toutes les courses de côte auxquelles j'ai participé, je les ai gagnées. Soit le meilleur temps général, en tout cas catégorie course, je n'ai jamais été battu. Et voilà, on arrive à un moment donné où la fin de la saison approche. 64, je fais pour René Bonnet, je fais les 24 heures du Mans avec Pierre Monneret, champion du monde motocycliste. On ne s'est jamais vu. On se retrouve au Mans comme ça. Monsieur Bonnet avait dit, bon, ben, Ruda et moi, ça fait une équipe. Ensuite, je fais le Tour de France automobile. Que malheureusement on casse la voiture. Je fais 1 ou 2 grands prix de Formule 2 pour René Bonnet avec des résultats souvent supérieurs aux Français. En plus, pendant cette année-là, j'essaye de faire un record. Enfin, vous savez, à l'époque, les voitures étaient différentes de maintenant. On avait un compteur et puis c'est tout. Donc, j'ai voulu essayer de battre le record d'Europe de vitesse en circuit qui était de 238,847 de moyenne au tour. Alors, on est en 1964, on a 1500 cm3, 200 chevaux. Et puis, c'était à Miramas, j'ai fait, et je suis arrivé à 238,800. Ça s'est arrêté là. Je ne sais encore pas maintenant à quelle vitesse j'allais dans la ligne droite. Peut-être 250, peut-être 300, mais voilà. Et ça s'est terminé un peu comme ça. Voilà, donc votre passion s'est terminée d'une manière assez cavalière, puisque je crois pouvoir le dire, c'est la dégringolade chez vous, au chapitre financier. Vous étiez d'ailleurs jeune marié. Ouais. Et votre vie a complètement basculé à ce moment-là, c'est juste? Oui, en 1965, donc mon moteur est cassé. En 1965, on met dedans un moteur de Maserati, ça marche. Je me présente à la première course en France, de nouveau, je la gagne. Deuxième course, je prends un virage trop rapide, je rentre dans les... Je vous interromps parce qu'il y a un compagnon qui est là. Oui, c'est qui, lui? C'est Princesse. Viens, Princesse. Alors, dis bonjour. Alors, c'est votre compagne de tous les jours. Tous les jours, elle est ici. Elle est là depuis 8 ans. Et elle vient là, elle vient écouter. J'espère qu'elle ne va pas raconter tout ça ce soir dehors. Hein. On continue, c'est bien. Alors, je suis trop vite dans un virage. C'est à la montagne de Lure. Et la voiture, je vais dans les rochers assez vite. La voiture explose. Heureusement, à cette époque-là, nous n'étions pas attachés. Donc, ça m'a permis de sortir rapidement alors que la voiture était déjà en flammes. Tout a brûlé, il n'est rien resté. Et ma carrière s'est arrêtée là. J'avais plus un rond. Par contre, votre vie était là, quoi. Mais c'était une chose extraordinaire. Et si je compare à Josie Fair, qui a eu un peu le même genre d'accident, lui n'a pas pu sortir parce qu'il avait une jambe cassée. Voilà. Et il n'est pas mort de l'accident, il est mort asphyxié. Oh mon Dieu. Voilà. Alors voilà, et puis je suis rentré à la maison. Comme vous l'avez dit, on était juste mariés, j'avais plus un rond. Personne ne m'offrait du travail, j'étais vraiment, vraiment déçu.
Et alors, là, il a fallu faire quelque chose. J'ai cherché pour en finir. J'ai dit, écoute, je m'en sortirai jamais. Et j'ai regardé un peu, encore maintenant, je vous dis, ça fait quand même longtemps, hein, je ne sais encore pas pourquoi, j'ai acheté un billet d'avion que mon père a payé pour aller au Congo, voir si par hasard il y avait un train. Pourquoi le Congo? Pourquoi ce pays-là? Parce qu'entre-temps, j'avais continué, j'avais fait ma licence de pilote privé avec Hermann Geiger. Donc j'avais ma licence de pilote privé, j'avais volé un tout petit peu, et Bruno Bagnou m'avait dit, écoute, si tu fais des heures, que tu fais quelque chose, le jour où tu as de l'expérience, tu peux venir. Mais maintenant, tu n'as pas assez d'expérience. Alors j'ai regardé un peu, je me suis dit au Congo, tout le monde part du Congo, il y a peut-être la place pour quelqu'un qui cherche à faire un boulot là-bas. Et je suis parti au Congo comme ça, sans rien. Et là, beaucoup de rebondissements, près de 45 jours dans la brousse, vous avez risqué votre vie à plusieurs reprises, et notamment un vol forcé. On ne va pas tout expliquer là, malheureusement on n'a pas le temps, mais c'est quand même des grands moments que vous avez vécus qui vous ont permis de rebondir. Oui, c'est un grand moment, je suis arrivé au Congo. Et puis là, j'ai débarqué. Alors, on devait à l'époque s'inscrire à l'ambassade. Je vais à l'ambassade, je dis voilà, puis il me dit, mais vous venez faire quoi ici? Ben, je cherche du travail. Je me dis, vous êtes complètement cinglé. Tout le monde quitte le Congo et vous venez ici. Alors, il m'a donné les tampons. Il m'a dit, mais dans le bâtiment d'à côté, il y a un bistrot qui est tenu par des valaisans. Et c'est peut-être une des seules fois où le fait d'avoir été connu par les courses automobiles, où ça m'a vraiment rendu service. Parce que je suis arrivé chez eux avec ma valise et mon costume d'hiver. Et le gars, quand je suis rentré, le patron, là, il m'a dit, mais t'es Ruda? Puis je dis, oui, mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? Il dit, ben là, je cherche du travail, je veux recommencer ma vie ailleurs. Puis il m'a dit, bon, on va voir. Et cette main tendue, simplement pour me dire ça m'a donné beaucoup de bonheur. Et puis une semaine après, ben, j'ai trouvé du travail comme dans une entreprise de transport, comme mécanicien assistant et puis un peu organisateur des transports. Vous avez terminé votre licence, notamment à Kinshasa, qui vous a ouvert les portes d'une brillante carrière après. Oui, parce qu'après, quand j'étais là, j'ai eu de la chance. Le patron me dit un jour, écoute, on a perdu 8 camions, enfin ils ne sont pas perdus, ils sont à Bujimaï. Il y a 800 km de route à faire, il y a 5 ans que ces routes sont fermées, plus personne n'a passé. Et si tu veux essayer de les faire, je te donnerai un bonus de 5 000 francs. Alors je gagnais 1 500 francs par mois à l'époque, j'étais logé, j'étais bien, c'était parfait. Alors 5 000 francs, c'était énorme. Mais je dois quand même aussi dire une chose, c'est qu'avant de quitter la Suisse, j'avais quand même dit à ma femme, j'ai dit, écoute, je pars parce que j'en peux plus. Si dans 6 mois, tu n'as pas de nouvelles, tu ne sais pas comment, tu demandes le divorce, on arrête là les frais. Hein. Et puis elle m'a dit, non, non, on va attendre. Et elle ne m'a jamais laissé tomber. Alors que ce jour-là, si elle m'avait dit, bon, mais écoute, que j'ai marié un connard, hein, qu'est-ce qu'il est là, il branle, on va arrêter les frais, eh ben, je ne serais peut-être pas arrivé à avoir fait là, maintenant, autant de ma carrière et ça. Alors là-dessus, c'est quand même intéressant de se dire, parce que cette mission devait durer 15 jours. En fait, je suis parti avec 8 camions, je ne vous dis pas de la préparation et tout. J'ai traversé la brousse où pratiquement plus un blanc n'avait passé depuis des années. Alors je prends les camions, je pars et au lieu de faire en 15 jours comme c'était prévu, j'ai fait en 45 jours, je suis tombé malade. Ça a été, les gens qui ont là ont pensé que c'était fini, jamais on me reverrait. Je suis arrivé quand même à destination. On a chargé les camions sur des bateaux et je suis rentré à Kinshasa où j'étais malade. Le patron ne m'a pas donné 5 000, il m'a donné 10 000. Ça m'a permis avec cet argent de finir ma licence. Avec ça, j'ai fini ma licence de pilote professionnel. Et puis, j'ai pu me permettre de voler à l'aéroclub. Et puis, avec le solde, j'ai pu faire venir ma femme au Congo. Parce qu'il faut bien se dire qu'à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Il n'y a rien, bien sûr. C'était ça, si on voulait se parler, c'était par écrit. Ou alors, il fallait aller à la poste. Vous avez payé toutes vos dettes, là? Alors après, j'ai continué à travailler, là. Et j'ai été engagé dans une boîte de génie civil comme pilote. C'était mon premier boulot de pilote avec un tout petit avion. Et puis voilà, je faisais le Congo, je faisais la brousse, c'était magnifique. Des belles aventures. Des belles aventures. Quelque temps après, une année après, Air Congo met au concours des places. Et puis j'avais une bonne réputation dans ce que je faisais. Alors c'était une place de pilote de brousse. Alors on allait dans des endroits où il y avait presque personne qui allait. Et c'était aussi quelque chose qu'on doit mettre en valeur. C'était extraordinaire d'arriver sur un endroit. Les gens étaient là. Ils arrivaient avec leur calepin, leurs livres. On donnait le courrier au postier qui distribuait sur place.
Les gars ouvraient le courrier, ils répondaient immédiatement, il y avait le timbre et tout, ils venaient chez nous, ils disaient, tu veux poster ça ce soir depuis là. Mais c'est des choses qu'on ne voit plus, c'est fini maintenant. Voilà. Et ça, c'est... Après, de là, j'ai été mis commandant copilote sur DC-4. Ça n'a pas des ans en ayant passé. Après, je suis devenu commandant sur Fokker. Ils ont acheté des Fokker. Je suis devenu chef pilote Fokker. Et un jour, je suis devenu malade aussi. J'ai fait une terrible hépatite virale. J'ai dû être rapatrié. Et puis un jour, quand j'étais en convalescence, je suis descendu à l'aéroport et Bruno Bagnou m'a dit, écoute, quand tu en as marre de l'Afrique, tu peux venir ici. J'ai un boulot pour toi. Vous avez été engagé à Air Glacier. Et puis je lui ai dit, on fait comment? Il m'a dit, on fait rien. Alors, ceux qui connaissent Bruno Bagnou, ils doivent savoir que c'est comme ça. Alors on fait rien. Et puis on est reparti avec mon épouse. J'ai encore fait plusieurs mois. Et puis on s'est dit, maintenant, comme on n'a plus de dettes, on peut rentrer, on peut faire quelque chose. Ça faisait 7 ans qu'on était en Afrique. Et je suis rentré, je suis installé, je suis descendu à l'aéroport. J'ai dit, voilà Bruno, je suis là. Alors viens, je vais te montrer ton bureau. C'est comme ça que j'ai été engagé. Voilà. Une chance pour Bruno Bagnou de vous avoir, avec toute l'expérience que vous avez accumulée en Afrique. Et puis, ici, vous avez également fondé une société d'aviation qui s'appelle Transvalère. Pour toutes les générations qui nous entourent, on a entendu parler. C'était une exploitation de transport de frais aériens, c'est ça? C'est votre bébé, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'un jour, Bruno me dit, écoute, il y a 2 personnes qui ont acheté un avion, ils ne peuvent pas l'immatriculer parce qu'il manque un directeur des opérations, il faut un certain nombre de qualités, et tu as ça, est-ce que tu ne veux pas prendre ça? Donc, j'ai été pris comme directeur des opérations d'une compagnie qui n'existait pas. Alors, j'ai tout fait le nécessaire, j'ai entraîné l'équipage, on a été partout, et puis pour en finir, quand on est revenu avec l'avion, j'ai dit, maintenant, on fait quoi? Pas le monsieur qui avait financé, il n'était plus là, il n'y avait pas de contrat. Alors j'ai dit, bon, je vais prendre la direction de cette société. Je n'ai jamais su qui étaient les propriétaires, où étaient les actions, c'était ma compagnie, mais je n'ai jamais mis un centime. Voilà, et puis on est parti avec ça, on a fait le tour du monde. On a été vraiment une très très bonne compagnie, on a fait des transports partout. On avait vraiment Ensuite, les 747 sont sortis. Ils ont commencé à venir. Nous, on chargeait 25 tonnes, 747, 100 tonnes. Donc, on a vu notre business qui commençait à baisser. Et j'ai dit à notre comptable, j'ai dit, voilà, quand on aura moins que tant en cash dans notre caisse, vous me dites, on arrête. Et un jour, il m'a dit, voilà, on a moins de 300 000 francs. J'ai dit, on arrête. Moi, j'aimerais quand même aborder avec vous, parce que l'émission passe tellement vite, cette profession de pilote, de commandant de bord d'un 737 chez TEA à Bâle, qui est devenu, sauf erreur, EasyJet aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est une belle expérience également, mais c'est l'ouverture vers ce Boeing 747 que j'aimerais qu'on aborde quand même aussi, en quelques mots. Quand on a fermé Transvalère, je suis retourné chez Air Glacier, puis j'étais toujours plus ou moins chez eux. Et un jour, quelqu'un m'a dit, un ancien de Transvalère m'a dit, il y a un boulot pour toi à Bâle, comme commandant sur 737. J'ai été faire les cours, j'ai été engagé, je suis resté 3 ans là-bas. Puis j'en avais un peu marre, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été en Suisse allemande, mais ils parlent bizarre et tout. Donc, on ne s'est pas très bien compris. Et puis un jour, je vois une annonce d'Asiana Airlines qui cherche des commandants 737. Puis j'en parle à Paulette, je lui dis, qu'est-ce que tu crois? Elle dit, on va faire un tour. Et j'ai été invité à venir passer mes examens là-bas, je les ai faits. J'ai été engagé, je suis devenu chez eux commandant 737. Depuis là, je suis devenu instructeur, je suis devenu examinateur. Et le temps a passé. Et un jour, mon chef m'a dit, écoutez, après avoir fait une série d'examens, ils me disent, voilà, si vous voulez, on va vous mettre comme commandant 747. Donc moi, je suis parti de Sion ici en ayant une licence de pilote privé sur un Piper Cup que j'avais fait avec Hermann Geiger. Tout d'un coup, là, je suis là, on me dit, tu vas voler le plus grand et le plus bel avion du monde. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on n'en tire pas une satisfaction. Moi, c'est pas mon style. Il a fallu travailler pour être commandant 747. Bien sûr. Et puis là, je suis resté là encore un certain nombre d'années sur leur avion. Mes plus belles années d'aviation, c'était... c'est l'apothéose de votre profession. Et puis pas seulement l'aviation, c'était la méthode. Ça me plaît, cette rigueur qu'ils ont en Asie, là où on fait... et je suis revenu comme ça. Mais dites-moi, 25 300 heures de vol, 18 346 décollages et atterrissages, c'est assez stupéfiant ce que vous avez fait là. Est-ce que vous prenez ça comme
un côté naturel ou bien vraiment une performance? Non, je le prends un peu comme un côté naturel parce que finalement, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'étais là au bon moment, j'ai été mis sur des avions auxquels j'ai répondu à ce qu'on me demandait. Les années ont passé et puis effectivement, alors vous faites de 25 200 heures de vol, ça fait beaucoup, ça fait presque 3 ans dans l'espace, mais d'un autre côté, 18 346 décollages et atterrissages, c'est autre chose que 25 000 heures de vol. Hein. Ça veut dire que là vous êtes concentré, hein. Soit pour le décollage, soit pour l'arrivée, c'est là où ça le demande. Voilà. Et voilà, j'étais comme ça très satisfait. Et quand on arrivait à 60 ans, mon chef m'a dit, vous pourrez bientôt plus voler aux États-Unis parce qu'il faudra trouver une solution. Mais on a une place pour vous au simulateur à vie. D'accord. Mais dites-moi, que vous reste-t-il aujourd'hui de ces vols que vous avez faits à travers le monde, ces rêves que vous avez pu avoir pendant les vols? À quoi pense-t-on quand on fait un long de 12-13 heures, on est là, face au ciel? Comment un commandant de bord perçoit-il la vie à ce moment-là? Bon, je pense que d'abord, ça dépend beaucoup des individus. En ce qui me concerne, donc, je suis assez solitaire, assez tranquille, je ne mélange pas trop les choses. Et on n'a pas toujours des contacts avec son partenaire qu'on ne connaît pas. Donc des vols de jour, on est assez tenté, on discute, on est là. Les vols de nuit, il y a une certaine lenteur qui se met en nous. Alors bien sûr, on est toujours sur nos instruments. Alors des fois, on s'approche un peu du tableau de bord et puis là, on regarde dehors. Et puis vous regardez l'univers, vous êtes obligé de rêver. Hein, parce qu'on est là, putain, on n'est quand même pas les seuls. Ici, on regarde, vous avez une étoile filante qui passe devant vous, vous êtes obligé, ça vous met le cœur. Et alors, quand j'ai fait beaucoup de vols au nord du Canada, alors vous êtes là, peinard, dans votre cockpit, en train de rêver un tout petit peu. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui vous tombe devant le nez de l'avion. C'est assez extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire. Vous dites, tiens, c'est la mémé du dessus qui est en train de secouer son drap par la fenêtre. C'est pas ça, non. Hein, c'est magnifique. Hein. Tous ces paysages, toutes ces choses qui viennent. Après, c'est à gauche, après, c'est à droite. Hein. Tout ça, c'est vraiment beau. Hein. On continue notre émission parce que vous êtes un homme très sportif, je le sais. Mais il ne faut pas oublier que vous étiez une fois président du F-Session, qui a duré très peu de temps, mais vous avez même gagné une Coupe de Suisse. En 2 mots. En 2 mots, un jour, René Quentin, qui est un de mes très bons amis, il vient là-bas, il me dit « l'F-Session, c'est fini si on ne trouve pas dans quelques semaines un nouveau président, parce qu'il n'y a pas de président, il n'y a que 7 sages. Je lui dis « moi, j'en ai rien à faire du foot, je ne connais pas. » Il me dit « non, mais tu as une compagnie qui marche à Transvalère, tu as du personnel, il faut que tu nous donnes un coup de main, que tu prennes ça en attendant. » Bon, alors, on a été d'accord de faire et on a commencé ce F-Session avec René Quentin. Alors, moi, je ne connais rien au foot. Je vois les matchs, mais je ne suis pas capable si un joueur est meilleur qu'un autre. C'est lui qui a choisi les joueurs qu'a fait. On a pris un caissier qui était une serrure pas possible, hein, avec Jean-Marc Imboden, donc avec lui, on n'avait pas de problème. Et puis on avait un avocat, François Gasser, et puis il nous manquait quand même quelqu'un. On a pris André Lusier comme là, et lui, il ne voulait pas être président parce qu'à mi-championnat, à cette époque-là, on n'avait que 4 points et tout le monde pensait qu'on allait tomber en Ligue nationale B. Mais dites-moi, il faut juste qu'on le dise, Daniel Jean Dupeux vous a amené la Coupe de Suisse à vous, quand vous étiez président. Alors, on a fait une première saison comme ça, où on a sauvé, et après René a dit il faut un nouvel entraîneur qui nous amène quelque chose de nouveau. Et c'est lui qui a amené Jean Dupeux ici, avec qui on a fait une superbe saison, c'était magnifique. Et puis, on a gagné la Coupe. Voilà. Et maintenant, quand Le pilote du Tour du Monde, 25 000 heures de vol, était président du F-Session. C'est pas courant. Non, c'est pas courant. Voilà. Moi, j'aimerais juste peut-être qu'on termine cette émission, et je crois que vous y teniez d'ailleurs, à parler de quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, hélas disparu il y a 11 mois, c'est votre épouse Paulette. Bah oui, on s'est mariés. Elle a marié un type qui était au sommet de la gloire locale. Hein. Puis quelques mois après, c'était le roi des connards. Hein. Il était là, il n'avait plus un rang, il ne m'a pas laissé tomber. Eh bien, c'était magnifique. On a été mariés 55 ans. On a fait le tour du monde, on a été partout. Je pense qu'elle a eu beaucoup de plaisir. Puis voilà, maintenant, c'est une autre vie, c'est des souvenirs qui sortent. Je suppose qu'elle vous écoute aujourd'hui. J'espère. Et puis, on va terminer cette émission en regardant ce que André Maillard a fait comme image sur la porte d'entrée de votre caverne d'Ali Baba, ici à Bramois. De quoi s'agit-il, cette fresque ? Alors, comme j'ai beaucoup de nuits dans l'espace et que je suis persuadé qu'il y a d'autres endroits où il y a des gens ou autre chose, pas nécessairement des humains, alors j'ai voulu quand même faire quelque chose qui me fait un peu sourire. Voilà.
un petit résumé de la population mondiale. Hein. C'est là où il faut absolument se faire un effort. Hein. En 1900, on était 2 millions, maintenant on est 8 milliards. Et cette fresque, je l'ai faite parce que ça me rappelle l'espace, ça me rappelle le temps que j'ai passé là-haut. Ça me fait aussi rêver à savoir qu'il y a quelque chose d'autre, je veux dire. Même si la Terre est perdue, on sait que dans 2 milliards d'années, la Terre n'existera plus. Le nombre de la population n'arrête pas d'augmenter à raison de 200 000 personnes en plus tous les jours hein, sur la Terre. Donc on voit bien que ça ne va pas aller. Donc j'ai voulu mettre quelque chose de là pour que les gens se rendent compte sans prétention, rien du tout. C'est simplement une satisfaction personnelle. Et quand je passe devant ces gens de l'espace qui ont le sourire, je me dis, bon, il y a sûrement quelque chose d'autre. C'est pas juste, non? C'est pas juste. Les gens qui veulent venir vous visiter, les gens peuvent venir? Oui, pas de problème. Ils regardent. Des fois, je me mets salopette et j'écoute les gens qui passent, j'écoute leurs commentaires. Et puis, c'est magnifique et c'est extrêmement bien peint par un peintre d'ici. Hein. C'est magnifique. Merci beaucoup, Jean-Claude Rudal. Nous avons permis de retracer votre riche parcours. Merci à vous. Voilà, c'est parfait. Humain passionnément avec Nax Région, naturellement belle.